Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui on va faire la routine habituelle et on va également aller voir du côté de Ray Dalio qui est un trader de légende on va dire et de ce qu'on appellerait on va dire le cycle des nations. C'est-à-dire où sera le monde dans 5 ou 10 ans. Vous savez que j'aime bien faire ce type de sujet finalement qui peut nous dire où pourrait se retrouver le monde dans 5 ou 10 ans. Je pense que c'est très important pour l'investissement. Allez on y va pour l'intro. Alors, la partie technique BTC face au dollar en daily. Vous voyez qu'on est peut-être, ça dépendra de la clôture, en train de perdre ici l'accumulation qui est celle-ci. Donc on va dire, ici la grande question c'est est-ce qu'on serait pas en train de retourner la structure pour finalement venir chercher là-dessous, d'accord, ici. Pour le moment, on est sur les prémices de ça. Personnellement, je suis en short depuis 35,3, ça fait déjà quelques jours. Pour le moment, ça se passe pas trop mal. Vous voyez que ce qui peut résister, en gros, c'est tout ce qui se trouve dans ces mèches-là. D'accord, possible retest ici du 34,145 et ensuite on continue vers le haut et là ça nous garderait ceci haussier, donc attention à ça, il faut respecter la structure, hein, on est contre tendance ici et puis éventuellement moi ce que je vise en TP1 en tout cas c'est revenir dans ces mèches là, éventuellement retester ça et bien sûr passer éventuellement sous la structure pour le reste des TP. Quels sont les signaux éventuellement qu'on pourrait y aller? Bah écoutez, on a déjà cette trend évidemment, si on la clôture aujourd'hui, on clôture la trend daily, donc ça c'est pas mal, ce ne sera pas une mèche, ce sera vraiment une clôture, ça c'est la première chose. Si on descend ici sur le 4 heures, je vous ai mis tous les niveaux, et globalement, ce qu'on peut voir en fait, c'est que on a une 4 heures qui est celle-ci, qui est probablement en train d'être perdue là, si jamais on récupère pas, alors elle vient de s'ouvrir, hein, ici elle s'est ouverte il y a 5 minutes, cette bougie là, si dans les 4 heures là on ne fait pas une englobante qui revient par-dessus ce niveau, on aura perdu le niveau 4 heures orange que vous voyez là, c'est-à-dire qu'on fera autre chose que des mèches en dessous de ce niveau, d'accord? Et il sera hard closé, c'est ça qu'on appelle hard closé, c'est une ouverture et une clôture en dessous d'un niveau dans sa time frame. Trend de distribution là qui pour le moment n'a pas été retesté, donc possibilité qu'on vienne retester ce point aussi, hein, également bien sûr. Et après ça, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, on a un niveau 1 heure ici aussi, un petit peu plus bas, qui pourrait nous donner un signal un petit peu plus early, en time frame 1 heure, éventuellement, qu'on pourrait... ah bah ça y est, il est clôturé, Alors on préférerait avoir une bougie d'accu en dessous, mais pour moi, là, celui-ci, on peut éventuellement l'enlever, ou le décaler, hein, on peut aussi se dire... en 1 heure, maintenant, ce que je veux voir, c'est que effectivement, on clôture là-dessous. Pourquoi pas? Cela dit, c'est plutôt pas mal, Encore une fois, on est ouvert au 35,3, on est bientôt 1000 $ en dessous si on continue dans ce sens-là. On va voir avec la liquidité si ça a du sens de ne pas rebondir, on va dire d'aller assez vite au 34,2 et éventuellement au 33,5. Pourquoi pas? Encore une fois, on est contre-tendance, donc c'est pas une position énorme, et il va falloir quand même respecter en partie la structure, c'est pour ça que je vais la surveiller dans la journée éventuellement. Sous-entendu, en fait, respecter la structure, ça voudrait dire, vous le voyez, suite à ce plus haut-là, le creux majeur, j'aurais tendance à dire, se trouve par ici, donc peut-être éventuellement dérisquer la position là, ou à partir de là, mettre le stop loss à break-even, et prendre un petit TP, on va dire, pour être sûr que cette position soit gagnante. Maintenant, on pourrait mettre sincèrement, le stop loss à break-even. Ici, dans ce cadre-là, vous comprenez que se ramener ici au 35,3, pourquoi pas? Pour l'instant, je ne l'ai pas fait, mais pourquoi pas? On continue sur Ether. Ether, un petit peu la même chose. J'ai ouvert également un short sur Ether. Et du coup, on a ouvert à 1908. Par ici, hein, on était pas mal sur ce short là également. Voilà, ce que je m'attends sur Ether, c'est aussi même chose. Ici vous le voyez, peut-être 1802, et ici j'ai mis sortie longue, mais c'est sortie short en fait. Donc ah oui, non, c'était un long précédent. Ok, d'accord, donc ça, sur ce long là, on va faire en fait comme ceci, mais c'est tout à fait exactement ce que j'irai éventuellement chercher également. Alors ce sera peut-être pas une sortie complète, on va essayer de laisser tourner aussi sur cette position-là. Pour le moment, les positions sont plutôt bien, on est à 92% et 91% de profit. Encore une fois, c'est des positions calculées, hein, donc c'est pas des grosses positions, on est contre-tendance, donc attention à ça. Ce que je recherche sur Ethereum ici, si jamais ça se mettait en place, et encore une fois, comprenez ici que je cultive le conditionnel,
Et ben c'est un rejet éventuel par cette trend, c'est-à-dire l'idée que éventuellement on soit dans une figure plus importante que ce petit biseau là qui a cassé, qu'on soit dans une figure plus grosse et que on soit là dedans. Donc le but ultime, on va dire le runner de ce trade serait de venir faire un tour complètement sous la structure, c'est-à-dire 1 500$. Maintenant cela dit c'est pareil, on va respecter la haussière qui est celle-ci, hein, bien évidemment. Donc il y aura des TP sur la route au cas où tout simplement ça se retourne et on se mettra à break-even relativement tôt également. J'aurais bien aimé et j'aimerais bien que Ether pousse jusqu'à 1990 parce que j'ai encore un long en cours sur Ethereum. Je vais gérer cette position. Pour le moment, le SL est à break-even, au point d'entrée. On était à peu près autour des 1530. Je vais peut-être le remonter ici. Je vais voir un petit peu, peut-être me caler sous la structure ici, me dire que voilà, s'il y a retournement et que si on passait notamment sous ce point-là qui théoriquement devrait faire support, hein, vous comprenez ici, la ligne jaune, une fois qu'on l'a passée, eh ben, théoriquement, elle doit nous offrir du support. Donc du coup, peut-être, pour le coup, plutôt que hedger la position qui est en short, venir plutôt sortir mon long éventuellement sur cette zone-là, 1742, pourquoi pas. Je vais voir ici comment je gère un peu l'histoire. Soit je la garde en fait, et puis du coup je laisse éventuellement la possibilité d'un retest ici plus bas pour recaler. Vous comprenez qu'ici le retest il se trouverait sur cette trend là. Donc soit je garde cette position longue, soit je la coupe, je sais pas encore. Ethereum, Bitcoin. On n'a pas encore le signe du retournement ultime, mais c'est pas trop mal pour avoir une surperformance d'Ether vis-à-vis de Bitcoin. En tout cas, on passe sur une petite time frame dans une séquence haussière ici. Il va falloir pour ça tenir le niveau actuel, c'est-à-dire 0,053. Si jamais on réintègre, en fait tout ça ne sera qu'un retest assez péchu de tout ça, c'est-à-dire une déviation, et on pourrait éventuellement revenir en bas de range. Donc on est attentif là-dessus également. Ici, j'ai pas forcément d'avis sur le fait que si Bitcoin venait à baisser, comme c'est un petit peu mon avis, vous l'avez vu sur le trading, si Bitcoin venait à baisser, est-ce que Ethereum baisserait moins ? J'ai pas forcément d'avis là-dessus. Le total 3, important, je l'ai pas fait hier en plus, donc du coup, voilà, on va ici pas mal parler là-dessus. Eh bien, on est monté à 393. Vous comprenez que le point chaud, on va dire ici, celui où ça pourrait éventuellement rejeter sur le total 3. Et qu'est-ce que le total 3 ? Il s'agit du total de toutes les crypto-monnaies en excluant le BTC et l'Ethereum. Donc on regarde que les alts ici. Et bien le total 3, on a cette trend ici très agressive, d'accord, qui tient pour le moment. Elle pourrait être retestée ici sur ce niveau weekly là, donc retest de la ligne de coup de ce W. On a un très joli W ici à l'intérieur, vous le voyez. Pour moi, la confirmation de l'alt season, et on avait déjà fait une vidéo là-dessus, elle se trouvera à la cassure des 400 milliards si jamais on y va. Si jamais il y a rejet, et bien à ce moment-là, on est reparti pour pendant un certain temps, on va dire ronger notre frein sur les altcoins, ce qui n'est pas tellement un problème en soi, mais qui pourrait délayer le bull market auquel tout le monde appelle. En tout cas, ce W là, si jamais il s'inscrit dans un plus grand W qui est celui-ci, et si jamais on casse tout ça, c'est extrêmement bull pour les altcoins, et personnellement, j'aurais tendance à dire que assez facilement derrière, on devrait remonter à l'attaque de ce pic-là, d'accord ? Et qui est à peu près finalement l'endroit où est Bitcoin actuellement, ok ? Vous comprenez ici que les alts ont du retard sur Bitcoin, et vous comprenez que cette charte ressemble quand même d'une certaine manière un petit peu à celle de Bitcoin, sauf la partie qui est ici, d'accord ? Si je vous mets le prix de Bitcoin à côté, ça ressemble énormément, vous le voyez ici. Bitcoin actuellement, il est à l'attaque de son top ici, donc ce V là correspond à ce V là sur les alts. Finalement, une alt season maintenant voudrait dire que les alts performent mieux que Bitcoin. Avec un Bitcoin autour des 35-40 000 $, on pourrait avoir des alts qui prennent des sommes conséquentes. À savoir lesquelles maintenant, c'est ça qui est bien évidemment un petit peu difficile à prévoir, mais ici vous devez normalement déjà être dans les narrations, pardon, être dans les narrations qui vous intéressent par rapport à ça. Pour le moment, on n'a pas cassé. Possibilité de rejet, on est à 390, on va regarder comment ça se passe à 400, si on y va. D'accord ? C'est, encore une fois, il faut cultiver ici le conditionnel. Donc du coup, voilà, moi c'est le credo de la chaîne, c'est de n'avoir aucune certitude, mais d'avoir une capacité d'analyse dans les deux sens, ce qui nous permet de toute façon de se protéger, quoi qu'il arrive, en ce qui concerne les deux scénarios. Ensuite, stablecoin dominance, on continue ici
sur la trend à la baisse. On perd peut-être potentiellement ce canal. On va voir si c'est le cas sur une time frame plus importante. Et ici, il faut comprendre que c'est plutôt bull également de voir une stablecoin dominance à la descente. On va dire qu'il y a de plus en plus d'USDT qui sont mintés. Enfin, en tout cas, on en a quelques-uns. On a cassé ici le niveau d'avril. Et potentiellement, voilà, vous le voyez, on est 3 ou 4 milliards au-dessus. Et tout cela est plutôt encourageant pour la suite. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas corriger, ça serait tout à fait sain de corriger. Hein, c'est un petit peu ce qu'on joue en ce moment. Mais en tout cas, pour la suite, ça se met en place d'une manière relativement cool. On va faire maintenant les news. Alors, qu'est-ce que j'ai retweeté ici ? Je vous invite à éventuellement venir voir le Twitter. Bon, ça, c'est plutôt de la blague. La Banque d'Angleterre qui propose de accepter les stablecoins comme un paiement pour les biens et services. Un journaliste qui nous dit que la SEC a du mal à embaucher des gens pour avoir des cryptos spécialistes parce que les candidats ne veulent pas vendre leurs cryptos. Et oui, ça doit être assez compliqué de se dire, bon ben finalement je suis un spécialiste de la crypto et je vais derrière aller vendre tout mon bag pour éviter bien évidemment les délits d'initiés. Je pense ici que de toute façon toute la SEC est pourrie, donc vous en faites acheter à votre belle-sœur et il n'y a pas trop de soucis, ils vont devoir pouvoir s'arranger. Qu'est-ce que Binance nous prépare ? Oui, on a sur Binance ici une annonce. Une annonce qui nous dit la clé pour mettre à bord le prochain milliard, sous-entendu le prochain milliard d'utilisateurs, le 8 novembre, donc demain. C'est assez intéressant pour plusieurs raisons. Moi, je pense que l'annonce concerne le fait que Binance va devenir une banque. Et que du coup elle va s'affranchir de tous les problèmes SEPA, etc., qu'elle a acheté une licence bancaire quelque part. Là où c'est intéressant, c'est que ça ressemble beaucoup, vous le voyez ici, je vais vous mettre en pause une petite seconde. Alors je ne dis pas que ce sera le cas, hein. C'est peut-être une repompe, c'est peut-être, je sais pas, mais c'est Asher qui a mis ça en avant et je trouve que c'est assez intéressant. Finalement, c'est un petit peu le slogan de Multiverse X. Multiverse X, c'est lui-même, en soi, déjà plus ou moins une banque, en fait. Donc, parce qu'ils ont racheté une licence de Trust, je crois. Trust, non, c'est pas Trust, c'est autre chose. Je sais plus ce que c'est. Je sais pas si c'est d'ailleurs dans cet article-là. Mais en gros, voilà, ils ont racheté une banque, donc ils ont toutes les licences bancaires. D'ailleurs, en ce moment, ils sont en train de mettre en place une carte, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas dans les tuyaux, finalement, un accord entre eGold, qui est décentralisé, plus une banque, c'est-à-dire qu'eGold, c'est vrai que c'est la seule appli en ce moment. Je suis à la fois fan, parce que c'est un token que j'ai holdé, et à la fois pas très fan, parce qu'ils ont rebrandé 50 fois, et que, utilisant la DeFi sur eGold, j'ai été assez déçu de à quel point c'est complexe, en fait, ça devrait être beaucoup plus user-friendly. Mais bon, admettons, eGold possède la possibilité, d'une part, d'abord d'être décentralisé. Ils font du non-custodial wallet, c'est-à-dire qu'ils hold vos wallets et vous avez vos propres clés. Et pour ça, l'application Maillard, qui désormais s'appelle Xportal, est très bien. Et vraiment, elle est très bien. Vous pouvez stocker si vous n'avez pas de ledger, etc., c'est pour moi une très belle solution pour aller stocker de la crypto dessus. Ils prennent pas tout, mais il y a vraiment des belles possibilités dessus. Vous avez la possibilité d'avoir une carte tout simplement parce qu'ils ont une banque, vous avez la possibilité de payer par carte, etc., toutes ces choses-là. Donc Binance qui est un petit peu en galère en ce moment dans le reste du monde vis-à-vis de la possibilité de faire des virements SEPA. On l'a vu en ce moment dernièrement avec l'Europe où ils ont coupé les virements SEPA, vous ne pouvez plus retirer, et puis après vous pouvez retirer, et puis finalement, bon voilà, on l'a vu sur Binance US également où c'est compliqué. Est-ce qu'ils n'auraient pas pompé ici volontairement le slogan de Multiverse X pour tout simplement peut-être dire qu'un accord est en train de se mettre en place. D'un certain côté, ça serait assez facile. On va dire que Multiverse X intégrerait toute la Binance Smart Chain, si c'est pas déjà fait. Et puis, il y aurait un accord entre les deux qui permet tout simplement d'avancer pour Binance et d'avoir une banque. Là où Multiverse X a eu du nez, c'est qu'ils ont effectivement acheté une banque dernièrement. Excusez-moi. Donc, intéressant. Ou alors c'est pas du tout ça, ils ont juste pompé le slogan et il y a peut-être autre chose. En tout cas, je pense vraiment que ça concerne le lien avec la finance, entre la finance traditionnelle, on va dire, et la finance. Pour moi, ça peut difficilement être autre chose. On verra demain, mais c'est intéressant d'avoir des projections là-dessus. Je ne dis pas acheter du e-gold, je dis si vous en avez déjà, ne le vendez pas.
Voilà. Ici, Gaza, etc., on s'en fiche un petit peu. Enfin, c'est pas qu'on non, on s'en fiche pas, mais voilà, c'est quelque chose sur lequel on est déjà beaucoup intervenu. Coinbase, Kraken qui envisage de lancer un L2 sur Ethereum, oui, leur propre blockchain, j'ai lu ça également. Cathie Wood qui vend 3,8 millions de GBTC, alors c'est à peu près pas grand-chose par rapport à tout ce qu'ils ont. Mais voilà, et ils achètent à la place du Block, c'est-à-dire la firme de mining et plus solution Bitcoin de Jack Dorsey, l'ancien créateur de Twitter. L'Open Interest sur le CME qui trouve un top visiblement, ce qui pourrait indiquer un top local. Bon, ça c'est pas forcément sûr, mais on a un bel engagement institutionnel en ce moment. Peut-être qu'il est en train de se calmer. On va regarder ça peut-être tout à l'heure derrière. Une des personnes un membre du Congrès qui propose de couper le salaire de Gary Gensler à $1. Bah, j'imagine qu'il s'en sortira quand même. Encore une fois, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire que on peut imaginer qu'il y a quand même pas mal de délits d'initiés du côté de la Fed. Hut 8 qui est une firme de mining qui fait un gros pari sur les usines de gaz naturel pour tout simplement produire l'électricité qui lui permettrait de... Vous comprenez que ici en ce moment la grosse inconnue c'est est-ce que les mineurs vont être capables d'absorber le halving. On va diminuer leur revenu par 2, c'est assez compliqué de construire une société dans laquelle vous savez que votre revenu va être divisé par 2 tous les 4 ans. Ça c'est un peu le problème des mineurs, et puis dont vous ne savez que le prix de l'électricité ne sera pas diminué par 2 en l'occurrence. Donc il y a une très belle course en ce qui concerne un Bitcoin propre, tout simplement parce qu'il faut un Bitcoin pas cher. Le gaz ici, j'imagine que c'est les torchères, vous savez, tout ce qui est brûlé finalement et qui n'est pas utilisé et qui pourrait éventuellement produire de l'électricité pour des mineurs. Donc on a toujours ici des aspects intéressants. J'avais vu aussi également d'autres choses, par exemple des firmes dans lesquelles on mettait des entreprises. En fait, finalement, c'est un radiateur qui vous permet de chauffer vos bureaux, et en fait c'est un ASIC à l'intérieur, donc ça permet de miner du Bitcoin en même temps. Les banques centrales qui semblent avoir trouvé leur pic, bon ça c'est notre avis aussi, c'est l'analyse qu'on avait fait sur Powell dernièrement. Pas grand chose à part des discours de Powell justement sur le calendrier économique de la semaine. Ici un mur de dette qui est en train d'arriver. Voici ce qui fait peur au co-CIO de Bridgewater, et ça me fait une magnifique transition vers notre sujet. Qu'est-ce que Bridgewater ? C'est tout simplement un des plus gros hedge funds au monde, si ce n'est le plus gros, je crois. Donc on parle de hedge fund ici, on parle pas de BlackRock ou ce genre de choses. Ils ont perdu pas mal d'assets under management, vous le voyez, moins 23%, mais on parle de 1,49 trillion de assets under management, donc ils gèrent 1,43 trillion d'argent, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que ça... qui a créé tout simplement Bridgewater ? Il s'agit de Ray Dalio, qui est un trader que j'aime beaucoup parce qu'il pense en permanence hors de la boîte. Et c'est assez singulier que quelqu'un ait eu un aussi beau parcours en étant aussi alternatif. Voilà, j'ai envie de dire ça. C'est vraiment l'idée de Bridgewater, c'est vraiment un fonds qui est totalement alternatif parce qu'il pense vraiment différemment. Même dans la culture d'organisation, c'est quelque chose qui va tout simplement... faire participer, on va dire, pour schématiser énormément, parce que je suis pas mal renseigné sur Ray Dalio parce que j'aime vraiment beaucoup bien ce mec. Pour schématiser, c'est par exemple, on va faire un brainstorming dans la boîte et on va demander à la femme de ménage de venir participer au brainstorming. Il y a assez peu cette idée finalement de, vous le voyez ici, meilleurs endroits pour travailler, meilleurs endroits, donc best workplace, ça veut dire on va insister sur comment se sentent les salariés, et dans leur brainstorming il y a un scoring, quand ils font, donc tout simplement ils discutent d'un sujet, il y a un scoring et les gens peuvent scorer l'interlocuteur. Ce que ça veut dire, c'est quoi ? C'est par exemple, Ray Dalio c'est le big boss, il va dire une connerie pendant un brainstorming, du coup il va perdre en scoring, il va perdre en crédibilité pendant ce brainstorming, puisque pendant ce temps-là, en fait, tout le monde peut le noter. Et il est plutôt bien vu de mal noter quelqu'un qui est très haut placé dans la société. D'accord ? Donc c'est une façon de penser qui est vraiment très spécifique.
c'est très woke, c'est très particulier, c'est très, mais on peut pas lui enlever ça que c'est un succès incommensurable en ce qui concerne ses réussites. Et qu'est-ce que nous dit Ray Dalio? Et là du coup je vais mettre en pause également une petite seconde. Donc cette vidéo ici concerne, oui j'enregistre, oui. Cette vidéo concerne finalement le Changing World Order, le changement, comment le monde va finalement changer. Il s'agit d'une vidéo de Tom Bilieu qui est plus ou moins un intervieweur YouTube qui va énormément réfléchir sur l'investissement, le monde de demain, toutes ces choses-là, etc., l'accomplissement personnel. Enfin voilà, il y a énormément de choses intéressantes à prendre chez lui. Et en gros, je vous fais un résumé ici de cette interview qui dure 1h30 et que j'ai regardé hier tout en prenant des notes tout simplement. Concrètement, Ray Dalio nous dit un cycle dure 50 ans à peu près, et 50 ans c'est une vie. C'est exactement une vie, en fait, c'est exactement ce qui va vous donner suffisamment de temps pour oublier ce qu'il s'est passé dans l'histoire. Donc il considère que d'aller chercher dans l'histoire des choses intéressantes, et vous comprenez ici que ça rejoint également la vidéo que je vous avais faite sur Russell Napier, qui est finalement un historien économique. Et voilà, donc cette importance des cycles de 50 ans qui font que tout simplement vous ne savez pas ce qu'il s'est passé il y a une cinquantaine d'années, et c'est ça qui fait que plus ou moins les cycles, l'histoire se répète. En ce moment, il y a plus on dépense plus que ce que l'on gagne aux États-Unis. En fait, Ray Dalio va regarder 3 métriques sur un pays pour dire où il en est. D'abord, est-ce qu'il dépense plus que ce qu'il n'a? En deuxième, les conflits internes, donc sa stabilité sociale. Et en troisième, sa position géopolitique, on va dire, vis-à-vis des autres nations. Donc il parle ici des États-Unis, et il dit que les États-Unis, la situation actuelle, on va dire, ils dépensent plus qu'ils ne gagnent. Donc ça, c'est pas une très bonne situation actuelle en termes de créanciers. Oui, en termes de débiteurs plutôt. Deuxième chose, les conflits internes, et on peut voir effectivement en ce moment, et ça traduit l'acceptation ou non de son propre système, on peut voir en ce moment qu'il y a beaucoup de combats qui remettent en cause le système d'une manière générale. Dans quoi on peut le voir? On l'avait vu dans Black Lives Matter, on l'avait vu dans George Floyd, etc. Il y a une sorte de fracture sociale aux États-Unis. On le voit également dans les élections. À chaque fois qu'il y a une élection, il y a finalement une espèce de bipolarité qui se crée, et ça ouvre la porte à un éventuel coup d'État. Si une élection n'est pas acceptée, et en ce moment on le voit quand même, on le voit aussi quand il y avait eu l'assaut sur le Capitole, bref, on voit peut-être en ce moment des débuts de conflits internes en ce qui concerne la société américaine. La géopolitique également par rapport aux autres nations, et ici on peut voir que d'une certaine manière la Chine est en train de éventuellement devenir une grosse puissance militaire, et également émergence de l'Inde, etc. Donc là pour le coup au niveau géopolitique, vous comprenez qu'avec les BRICS, etc., ce genre de choses, c'est pareil. Donc il donne un score, il aime beaucoup les métriques, Ray Dalio, il donne un score de 5 pour les États-Unis dans son déclin par rapport au Rise of Nations. Et avant éventuellement d'aller voir cette vidéo, je vous invite à aller en voir une autre qui s'appelle, et elle est de Ray Dalio également, The Rise and Fall of Nations, Changing World Order, et qui du coup, elle va vous expliquer un petit peu, et ça j'en ai déjà parlé sur la chaîne également, mais on va dire que c'est la vague britannique avant la vague américaine, et avant ça on avait une vague qui était une vague hollandaise, et avant ça c'était la vague française, par rapport à tout simplement quelle monnaie est la monnaie qui va être la grosse réserve de valeur du monde. Voilà, c'est un peu ça, l'idée qu'une nation qui domine doit avoir une monnaie qui domine. Et lui, il y réfléchit à qu'est-ce que va être le monde dans 5 ou 10 ans. Et pour lui, dans 5 ou 10 ans, il va y avoir, dans moins de 5 ou 10 ans, une guerre civile aux États-Unis, ou en tout cas une énorme fracture sociale qui peut éventuellement nous dire que les États-Unis vont rentrer dans un conflit interne. Et il évalue ces chances-là à 35-40%. Et dans 5 ou 10 ans, également une guerre directe avec la Chine, ou alors une forme de guerre également, on va dire, avec un conflit plus global. Et ça, on parle également de 35-40% de chance. On le voit avec la dynamique actuelle vis-à-vis de l'Ukraine, qui finalement est un conflit dérouté, un conflit proxy entre finalement la Russie et les États-Unis. Les Ukrainiens se battent pour les États-Unis, la Russie se bat pour la Chine, les BRICS, ou en tout cas pour établir, c'est vraiment un conflit de proxy. Si on considère Chine-US, on est vraiment sur un potentiel conflit proxy, même si la Chine n'a pas nécessairement ici là-dedans pris une position non plus elle n'a pas condamné, mais elle n'a pas pris une position totalement pro-russe. On le voit également au Moyen-Orient, où il y a des dissensions entre le côté duquel on veut être, et là, à savoir, bien évidemment, Israël et Palestine.
avec de plus en plus la Russie d'un côté qui dit nous ça y est, malgré une très forte communauté juive, russe en Israël, commence quand même à dire on va se calmer, on va faire des cessez-le-feu et on va ici discuter plutôt que éventuellement mettre de l'huile sur le feu. Et du côté israélien, on a les Américains qui font un petit peu la même chose. Sincèrement, depuis 2-3 jours, on peut voir que Blinken est en train de faire une tournée dans les pays arabes, etc. Donc ils sont plutôt également en train de dire oula, on va se calmer. Par contre, ils ont refusé toutes les propositions de cessez-le-feu de l'ONU, et à l'inverse, sur l'ONU ici, on est totalement dans le dysfonctionnement total par rapport au changement tout simplement du monde actuel. Les BRICS également, et bien sûr une forte compétition dans des endroits détournés, comme par exemple l'Afrique en ce moment, où les Américains essaient de se placer, les Russes essaient de se placer, les Chinois essaient de se placer, les Français ne se placent plus. Donc ici, il dit on voit 5 types de guerres. Il y a une guerre de la technologie, et c'est ce sur quoi finalement Trump avait attaqué de front la Chine par rapport aux puces, aux semi-conducteurs, etc. Toutes ces choses-là. Donc il y a une vraie guerre de la technologie. Il y a une guerre géopolitique. Il y a une guerre de capital. Il y a une guerre conventionnelle. On va dire que c'est la guerre dans les petits conflits autour, les conflits périphériques, on va appeler ça comme ça. Et j'ai oublié la 5e, mais c'est pas grave. Ensuite, il dit qu'avec la Russie, on a déjà 5 sur 5 de ces guerres-là qui sont en cours. C'est les sanctions, c'est donc la guerre du capital, c'est une guerre conventionnelle, c'est une guerre géopolitique, c'est une guerre technologique, et donc par rapport à l'armée, etc., toutes ces choses-là. Et avec la Chine, on en est à 4 sur 5. Donc il dit, voilà, si on prend l'exemple des États-Unis contre le Japon à l'époque, on était dans une guerre totale, et voilà. Dans chaque pays, la dette est en dollars, et là on parle de guerre du capital, et actuellement on voit effectivement les BRICS se détourner de cette dette US. Donc du coup, c'est la dynamique de la guerre du capital. On vend cette dette, et ça donne effectivement une dynamique également de guerre du capital qui finalement est tout à fait... C'est la première des guerres, voilà, pour Ray Dalio, c'est la toute première des guerres. Ensuite, la question pour lui, c'est est-ce que Poutine va gagner en Ukraine? Déjà, c'est une première chose, parce que ça sera un vrai défi à l'Occident si jamais c'était le cas. Je vais pas reparler de ça ici, mais vous connaissez un peu mes convictions par rapport à ça. Et la deuxième, c'est est-ce que les sanctions ont réellement du pouvoir? Donc dans cette guerre du capital, est-ce que les sanctions ont fonctionné? Bon là, en l'occurrence, on voit une Russie qui est à peu près à 3,8 de croissance, je crois, cette année, qui a réussi finalement à écouler son pétrole et son gaz via d'autres créneaux, d'autres canaux. Et donc du coup, bon, on peut peut-être se dire qu'en tout cas c'est mal barré pour les US de ce côté-là. Le plus gros asset pour lui et la plus grosse chance qu'aient les États-Unis actuellement, il s'agit du dollar. Et si la guerre du capital ne fonctionne pas, à ce moment-là, il faudra se tourner vers une guerre conventionnelle. Donc si les sanctions ne valent rien, finalement, c'est la fin du pouvoir du capital, et donc c'est la confrontation directe. Tout se met en place actuellement pour lui pour une guerre, et il considère pas nécessairement que c'est une opportunité, sincèrement. Il dit juste, voilà comment je vois le monde dans 5 ou 10 ans. C'est assez anxiogène, vous l'aurez compris, mais en même temps, il nous parle presque d'un portfolio pour la fin du monde, d'une certaine manière, mais c'est assez intéressant aussi également. Maintenant, l'inflation. Donc là, on parle de quels sont actuellement les bons assets à avoir, et lui dit, personnellement, avoir du cash, ça me ne convient pas du tout. Donc vous voyez que c'est un petit peu l'anti-Warren Buffett, qui a toujours un peu fonctionné comme ça. Il a toujours dit, Warren Buffett, quand on est dans des périodes où ça peut clasher, je vais plutôt sortir en cash, et je vais re-rentrer quand ce sera la grande crise, etc. Et quand vraiment ça n'ira pas du tout. Et là, Ray Dalio, c'est pas du tout son esprit. Ce qu'il conseille, c'est plutôt des choses qui vont vous hedger contre l'inflation, c'est-à-dire ne pas perdre ces 8,5% que vous auriez perdu dans les 2 dernières années, et en l'occurrence ici vous devez changer pour du pouvoir d'achat. Donc il dit que la meilleure solution pour lui, ce sont des inflation hedge funds, des hedge bonds, c'est des bons indexés sur l'inflation, et donc du coup pour lui, voilà, éventuellement si vous souhaitez rester en cash, il faut au moins le faire sur ces fonds-là, qui finalement vous remboursent la différence par rapport à l'inflation. Donc c'est un système qui est plutôt bien en place aux US. Derrière, il dit cash is trash, donc le cash c'est pas bien. Beaucoup disent cash is king, et actuellement, en fait, Ray Dalio nous dit l'inverse. Il dit qu'il faut se diversifier, il faut avoir un portefeuille, et pour lui, il dit que c'est un credo dans sa vie, et ça a toujours été un credo, d'avoir un portefeuille où, quoi qu'il arrive, il y aura quelque chose qui va performer, mais où vous avez pensé en amont, selon la situation,
qu'est-ce qui pourrait performer? C'est-à-dire, je vais aller chercher... en fait, je ferai le point là-dessus après, parce qu'il y a une question qui est directement là-dessus. En gros, sur la crypto, il est très bull, mais il dit que le problème, c'est qu'il va y avoir une fight pour tout simplement, effectivement, attention à la régulation et à la privacy. C'est ce qu'il dit. Il dit, moi, j'adore vraiment tout ce qui est crypto. Maintenant, ce qui me gêne, c'est que toutes les transactions sont traçables. Donc, du coup, c'est pas un problème de payer ses taxes, etc. Mais il y a un problème de privacy qui est vraiment, d'intimité qui est vraiment posé ici, dans ce cadre-là. Et la deuxième chose également, c'est quand on parle de régulation, on va parler finalement de la possibilité pour tout un système financier d'embrasser finalement la crypto pour mieux la détruire. Et dans la régulation également de se battre en tout cas si jamais la crypto venait à prendre trop de place. Et là, le dollar aura effectivement plus de quelque chose à jouer si jamais ça devait être le cas. Le problème, après il dit le gold, pourquoi pas, maintenant le gold pose aussi des problèmes de stockage, toutes ces choses-là, etc. Mais pourquoi pas. Également ici, il dit, je pense que plus que ça encore, il va falloir réfléchir à l'endroit où vous habitez. Et il parle ici aux USA. Ça veut dire dans quel état. Il va y avoir des états qui vont s'en sortir bien mieux que d'autres. Il va y avoir des états dans lesquels éventuellement s'il y avait une guerre civile ça clasherait beaucoup plus. On pense à la Californie ou New York par exemple. Et lui il est situé dans le Connecticut, donc plutôt à l'abri de tout ça. Mais il dit que c'est intéressant de également habiter dans des états qui sont sous-endettés, plus ou moins avec une bonne gestion sociale, toutes ces choses-là. Il pense qu'aux États-Unis, certains États feront la guerre et d'autres ne la feront pas, si jamais il y avait bien évidemment une guerre civile, ce à quoi, encore une fois, il établit l'idée à 40% de chance. Donc pas une certitude. Derrière, il dit que certains États feront la guerre et d'autres non, donc ça veut dire plus de morts dans certains États, mais aussi plus de dettes. Le secret... pour lui, c'est de trouver un portefeuille qui soit également diversifié, c'est-à-dire vraiment avoir de la diversification sur des choses dont vous avez vu qu'éventuellement elles peuvent performer dans les prochaines années, mais en plus qui soient non corrélées, c'est-à-dire que vous devez avoir une corrélation qui est relativement faible entre un petit peu tout. Et c'est ce que je vous explique assez souvent, c'est plutôt une bonne chose qu'en ce moment le Bitcoin se décorrèle un peu de S&P et du gold, parce que ça peut faire partie des 7 ou 8 choses que vous pouvez avoir dans un portefeuille et qui soient également diversifiées et non corrélées. Quelle est la solution pour lui, pour les USA, pour rester en tout cas à minima dans une bonne dimension de stabilité sociale? Eh bien, il s'agit pour lui de deux choses. Il y a une dimension politique et il y a également une dimension personnelle. Donc des choses que vous avez à faire vous-même, pour vous-même, et des choses que vous avez à faire du côté politique. Si la politique ne marche pas, à ce moment-là, c'est vous, au niveau personnel, qui devrez prendre le relais par rapport au fait que vous pourrez vous protéger, vous et votre famille. Pour lui, la solution, elle consiste à augmenter la productivité et avoir plus d'austérité. Développer l'égalité des chances, c'est-à-dire mettre l'accent sur l'éducation bien évidemment, faire des investissements qui vont payer dans une 50aine d'années, développer beaucoup tout ce qui est self-development par rapport à la société, c'est-à-dire que les gens puissent effectivement évoluer, et il dit qu'il y a la finance a une énorme chance en ce moment par rapport à tout ce qui est effectivement intelligence artificielle, productivité, toutes ces choses-là, donc il pense que la finance peut aider dans ce type de choses. La question ici, et c'est la force de la finance, il va falloir gagner plus que ce que l'on dépense, c'est la force de l'éducation également, et c'est un travail qui va se faire sur plusieurs dizaines d'années, mais qui peut se commencer maintenant. Donc finalement, l'idée globale, c'est de créer un système qui augmente le gâteau, la part du gâteau que tout le monde peut prendre, mais également qui assure une bonne distribution des parts. Il dit également que donc plus de productivité, plus d'égalité, vous l'aurez compris, les extrémistes vont tuer le système si jamais on n'arrive pas à faire cela. Donc en 1, pour les dépenses d'investissement, l'éducation. En 2, la connectivité, mais également privilégier finalement donc de la connectivité immédiate, mais privilégier aussi par rapport à la jeunesse et aux gens des moments sans ordinateur. Il y a également pour lui une idée dans l'intelligence artificielle qui est intéressante, qui est que l'ordi comprenne qu'en face de lui il a un enfant. Je sais pas comment expliquer ça, mais du coup si la connectivité est faite par rapport à l'enfant, à ce moment-là, il y aurait plus d'efficacité dans l'éducation.
un petit peu fouillis, mais voilà, c'est un peu une bonne partie de ses idées. Est-ce qu'il est pour ou contre le patriotisme? Il est pour, c'est pour lui une des métriques du bonheur, et en 1945, quand les États-Unis étaient au top du monde, il y avait ce rêve américain, il y avait les opportunités d'immigration, les meilleurs talents finalement arrivaient aux États-Unis, tout comme ceux qui avaient juste envie de se développer, et maintenant, pour lui, on est dans une dynamique complètement différente. Cette idée finalement de être ou devenir un héros dans sa rue, ou alors à des niveaux plus importants, et ce modèle de rôle. L'endroit d'attraction était aux USA à ce moment-là, et on l'a vu dans les années 70, 80, 90, et il donne l'exemple d'Elon Musk, ou je sais plus si c'est lui qui le donne, ou qui est sud-africain, où les succès finalement, les gens qui ont du succès ont envie d'être dans l'endroit dans lequel ça paye plus, et pour lui, les États-Unis ne sont pas nécessairement l'endroit le mieux pour ça actuellement, mais pourraient le redevenir. Ne pas juger les autres, y compris ne pas juger les milliardaires, avoir la vie qu'on veut et ne pas critiquer, payer des taxes. Voilà un peu l'idée de Ray Dalio. Donc on a une idée de libéralisme et en même temps une extrême tolérance. Je pense que Ray Dalio est plutôt démocrate, voilà. Bon, en gros, en tout cas, libertarien, démocrate. Je pense qu'il y a quelque chose entre les deux. Et finalement, l'idée d'un centre aux États-Unis, parce que les démocrates font quand même relativement un petit peu n'importe quoi, ils font assez facilement la guerre. Les républicains vont être plutôt isolationnistes. Et je crois que lui, il est un petit peu entre les deux. La Chine, par rapport à la Chine, encore une fois, il dit que c'est très important de connaître son ennemi. Il est persuadé que 1 plus 1 égale 3, et que comprendre les Chinois et rentrer dans une relation win-win plutôt qu'une relation lose-lose avec eux, pourrait être la solution également. Que la Chine passe devant les États-Unis ou pas n'est pas tellement un problème. La question, c'est où seront les États-Unis dans une vingtaine d'années. Et par rapport à la Chine également, il parle de push-pull. Effectivement, il y a des frictions et c'est normal, mais il ne faut pas que ça pose des problèmes de souveraineté. Des problèmes de souveraineté, qu'est-ce que ça veut dire ? Il prend l'exemple du XVIIe siècle dans lequel on a eu une sorte de guerre qui a duré une trentaine d'années, et au bout d'un moment, finalement, tout le monde a été un peu fatigué. Et il y a eu une forme d'arrêt du mouvement des frontières, c'est-à-dire très peu de guerres au XVIIe siècle suite à cette guerre-là. Pourquoi ? Parce que les familles royales, encore une fois, étaient fatiguées, et c'est la première fois qu'on a eu cette acceptation finalement de frontières et de arrête de rentrer chez moi. On va dire que maintenant, ça c'est chez moi et ça c'est chez toi. Et ça c'était encore une fois au XVIe siècle, alors qu'avant finalement c'était venez, on va là-bas, c'est mieux. Et accepter la souveraineté de l'autre, pour lui, est la solution à une stabilité géopolitique globale. Rien ne marche parfaitement, et au niveau global, encore une fois, cette idée du win-win par rapport au lose-lose est extrêmement importante. L'important, c'est d'être fort, et être fort, c'est en bonne santé. Et ça, c'est une responsabilité américaine. Être en bonne santé, ça veut dire tout simplement dépenser moins que ce qu'on gagne, et ne pas être surendetté. Il est conscient que tous les propos qu'il a sont plutôt anxiogènes, et le principe, c'est que si tu es inquiet, ne t'inquiète pas. En revanche, si tu ne t'inquiètes pas, sois inquiet. Et il dit que c'est quelque chose qu'il a toujours lui-même pratiqué sur les marchés, et je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire que finalement, il faut quand même ici se poser ce type de questions, histoire de, si jamais ça arrivait, tout simplement être prêt. Alors, c'était un sujet assez long, 37, ouais, c'était super long. J'espère que vous avez suivi ce sujet, si en tout cas, et qu'il vous a plu. N'hésitez pas à aller voir cette interview-là, je vous mettrai en description de la vidéo, en commentaire épinglé, à la fois cette interview, mais également l'interview de le Rise and Fall of Nations. Je vous envoie une page de pub, et après on fait la liquidité. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne ? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos, qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici, de manière à accéder au serveur, et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée, et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne.
et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également, et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc., quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses, et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, eh bien, toute une communauté qui va poster ses analyses, et donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus, merci de votre écoute, à très bientôt. Je reviens à la vidéo globale parce que j'étais en train de réfléchir en même temps. L'idée ici, comprenez, si on avait une guerre civile aux États-Unis, je pense que ça serait une confrontation plus ou moins entre l'Amérique profonde et trumpistes, isolationnistes, par rapport à, on va dire, l'Amérique démocrate, donc celle plus ou moins des côtes, qui va être bien évidemment beaucoup plus wokiste et potentiellement, comment dire, différente. On l'a vu notamment, je sais plus quelle était cette chanson, Richmond, North of Richmond. Je vous mettrai un lien aussi, c'est une chanson finalement assez sudiste, qui a un peu divisé les États-Unis actuellement, qui a été première sur des tas de charts, de Spotify, etc., et qui a pas mal divisé les États-Unis par rapport à ce qui était dit à l'intérieur. Donc l'idée ici, je pense sincèrement, c'est une élection qui éventuellement se passe mal. Je dis pas que ça va être celle de 2024. On a vu quand même déjà que toutes les élections précédentes avaient posé des problèmes et que ça devient systématique aux États-Unis de contester une élection quand on est le candidat perdant. On a vu également tous les délires un peu d'intelligence et on voit une forme de... Les États-Unis sont quand même, on peut pas leur enlever ça, assez basé sur la liberté de s'exprimer, la liberté, et ça va juste même extrêmement loin, c'est-à-dire touche pas à mes bitcoins d'une certaine manière, laisse-moi la possibilité d'avoir un gun, ça va probablement beaucoup trop loin, mais ils sont quand même assez attachés à ça. Et voilà, donc à mon avis, voilà, c'est la perception entre un vieux monde un petit peu chrétien et un nouveau monde un petit peu wokiste, et finalement, quand on le voit, la guerre civile, on va dire celle des confédérés, nordistes-sudistes, quoi, avait déjà une forme de cette espèce d'idée-là. Je dis pas que... il est fondamental de penser que les États du Nord avaient raison à ce moment-là, puisqu'on parlait d'abolir l'esclavage et que c'était un des problèmes principaux. Mais il faut comprendre ici que on a toujours cette confrontation d'une certaine manière entre deux formes de force états-unienne, on va dire ça comme ça, et que une guerre civile finalement ne se résout, et là on parle de bien entendu la guerre de sécession, ne se résout pas réellement totalement dans le temps. Les États-Unis est un pays qui est inattaquable, de par sa position géographique, de par sa force militaire, etc. Si jamais il devait y avoir une fin des US, elle se passerait de l'intérieur. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon avis. Mais vous regardez, je sais pas si vous jouiez à Risk quand vous étiez petit, mais pour moi, avoir les États-Unis à Risk, c'était probablement déjà le meilleur départ. La Russie était indéfendable, elle rapportait 7 pions, mais elle était indéfendable. L'Europe, c'était toujours assez souvent la merde également. Et pour moi, l'idée, elle consistait tout simplement à plus ou moins à chaque fois Amérique du Nord, Amérique du Sud, ou alors Amérique du Nord, Afrique, et voilà, avoir des points ici pour pouvoir rentrer un petit peu dans tous les endroits. Mais voilà, pour ceux qui jouent pas à Risk, excusez-moi pour cette idée, mais parfois les jeux peuvent donner une forme d'aspect intéressant sur finalement la géopolitique ou autre. Bref, donc voilà, je voulais juste développer cette idée-là parce qu'elle n'a pas nécessairement été énormément développée par Dalio dans son esprit, mais à mon avis, moi, c'est plutôt comme ça que je vois les choses, c'est-à-dire une guerre de sécession bis. La voir dans 5 ans, non, je la vois dans beaucoup plus longtemps. Je vois d'abord une forme de déclin, je vois d'abord beaucoup d'Américains. Effectivement, en ce moment, on voit en termes de fracture sociale qu'on est quand même à des niveaux assez importants. On voit aussi le fentanyl, qui a quand même ici, qui est en train de faire des ravages aux États-Unis. Et quand il va arriver en Europe, ça va être des ravages également.
Donc voilà, suivre ça de près en tout cas, avoir dans l'idée que ça peut arriver, et je pense qu'il y a encore une vague américaine quand même avant ça. On en avait parlé quand on avait étudié Russell Napier, etc. Donc pour moi ça n'est pas pour la prochaine élection. Maintenant ce qu'on peut voir également c'est quand même un système démocratique qui est un petit peu à la peine aux États-Unis, même si on garde toujours une certaine forme de liberté. Encore une fois, 100 millions de liquidations hier, à peine 25 sur sur Bitcoin et Ethereum, donc ça veut dire qu'on a liquidé principalement sur les alts et on a liquidé principalement du long. Donc ça veut dire que l'open interest est en train de partir sur les alts, certains y voient une alt season éventuellement, donc beaucoup de gens qui se placent sur les alts, et du coup c'est beaucoup plus eux qu'on va venir liquider que le reste. En ce qui concerne le carnet d'ordre, même analyse qu'hier, pas grand chose avant 35,2, et en bas on commence à toucher des ordres autour des 34,5, on parle que de 100 bitcoins ici. Si jamais on devait pousser, et nous vous voyez qu'on a une idée des 33,2 éventuellement, 3400 et puis 33,2 éventuellement 33,5, 32,5 pardon. Bon bah il faudra un petit peu de momentum, il y a des ordres qui se sont rajoutés ici mais c'est pas non plus infaisable, et ici on voit finalement des ordres d'un côté comme de l'autre. En ce qui concerne les leviers, même analyse qu'hier, on a un open interest qui suit un funding qui lui-même suit le prix, et donc du coup vous le voyez hein, ici les trois droites vont parfaitement ensemble, ce qui veut dire qu'on a finalement des positions ouvertes dans les deux sens en même temps. Là, ça nous dit pas d'anomalie, j'ai pas nécessairement plus de short que de long ou quoi que ce soit, donc même analyse qu'hier, encore une fois. Après, en ce qui concerne les bulles de liquidation à éventuellement venir chercher, est-ce que des grosses positions se sont ouvertes? Déjà, on a laissé quelque chose en haut, ici, vous le voyez, cette bulle, cette zone de liquidation potentielle au niveau des 35,4, on a pas mal liquidé en bas cette petite poche de liquidité qui était là, et là il semblerait, vous le voyez, que le prix est en train de se retourner, tout simplement pour aller chercher, je pense, quelque part autour des 35. Parce qu'on a pas mal de positions qui sont ouvertes, et ça c'était aujourd'hui à 9h38, et là ça fait 4h, donc du coup voilà, le prix est en train de se retourner pour éventuellement venir les chercher. Il est possible que le prix vienne faire un plus haut, ça j'en ai parlé hier, et c'est assez conséquent en termes de possibilités, et on passe désormais, et ça c'est intéressant, sur un delta qui est négatif, c'est-à-dire plus de shorter que de longueur, donc attention à ça, si vous êtes en short, n'hésitez pas à passer en pantalon. Oh oh oh, la bonne blague. Et donc du coup ici sur Ether c'est un peu différent, on a plus de longueur que de shorter, et la position qui est en train d'aller chercher c'est celle-ci. On a aussi laissé une zone de liquidité sur le top, je dirais autour des 1920, ouais c'est ça, 1920. On a une belle zone de liquidité ici juste en dessous qu'on n'a pas prise, qui se trouve à la 1862. Le rouge, moi je le considère pas trop, hein, je le regarde pour avoir un petit peu une idée, mais je considère plutôt le x100 ici dans les bulles de liquidité. Donc voilà, ce qu'on va considérer par contre, ça va être ça, et ça c'est intéressant. Quand on va voir la 12 heures, plus de short que de long, j'ai l'impression, sentiment plutôt shorter. Donc attention à ça également si vous êtes en short. Et puis, à savoir, est-ce qu'ils vont gagner? Est-ce que ça va se défendre hein, au niveau des shorters? Ou alors, est-ce que non? Et ici, par contre, quand on voit sur la 7 jours, il serait relativement naturel de venir faire un tour, effectivement, autour des 33 000. Personnellement, je verrais bien en dessous, mais autour des 33 000. Est-ce qu'on est dedans, là? Est-ce qu'on est en train de le pécho, ce truc-là, réellement? Est-ce que ça va se défendre aussi hein? Et ça, c'est ce qu'on doit voir avec la price action, la défense dans les mèches, ce que je vous explique quand même assez souvent sur la price action. Et hier, j'ai regardé un petit peu la 3 mois. Et sur la 3 mois, pas extrêmement haussier. Mais la 3 mois, pour moi, je regarde surtout la 7 jours. Hein. Encore une fois, j'ai ici, et sur la 7 jours, on a effacé, vous l'avez compris littéralement, ces boîtes de liquidité qui se trouvent autour des 23, et j'en vois une très belle également autour des 27. Là, on a laissé beaucoup de liquidités en bas, encore une fois, vous le voyez, 26-27 ici, ça, là on est sur la 1 mois, là on a ce qu'il y a en dessous effectivement, possibilité de pousser à 38,5 sur la 1 mois, mais beaucoup de liquidités en dessous. Bon voilà, maintenant, ceux qui veulent jouer la liquidité jouent la liquidité, ceux qui veulent jouer le reste jouent le reste, et j'ai aucun problème avec ça sincèrement. Plutôt shorté également sur Ether, et sur la 7 jours, ça va être une des vidéos les plus longues de la chaîne, et j'en suis désolé. Sur la 7 jours, et ben même chose, on a une très très belle chose à venir prendre ici à 1990. J'aimerais bien qu'on y aille là, juste avec une mèche, on vient prendre mon TP, et après on se retourne, et sincèrement, pour le coup, je serais prêt à m'asseoir sur le short actuel que j'ai sur Ethereum. Ça commence à jaunir dans cette zone-là, et c'est plutôt joli pour une continuation sur Ether. Et derrière, sur la 1 mois, bon ben on voit que venir faire un tour sous les 1004, ce qui était
un des scénarios que je vous ai montré au tout début de la vidéo, c'est-à-dire qu'Ether se retourne à ce stade-là et vienne chercher sous sa structure. Maintenant, on va sur le prix et on fait une conclue de cette vidéo, notamment sur les petites time frames, puisqu'on vient d'étudier la liquidité et bien sur le 12 heures / une semaine. Alors, ici, vous le voyez, donc le niveau 1 heure qu'on a décalé tout à l'heure est peut-être en train de tenir à ce stade. En tout cas, en 1 heure, c'est ce qu'on peut éventuellement venir voir. On n'a pas nécessairement ici de continuation. Une continuation, ça voudrait dire venir sous ce point-là. Pour le moment, on ne l'a pas. Donc, le retournement de la structure n'est pas effectif. Et là, je parle que pour cette structure-là. D'accord, je parle pas pour celle-là, j'inclus pas ce top-là dans l'histoire, d'accord, qu'on soit bien d'accord. Maintenant, donc, ce qu'on veut chercher, c'est quelque chose finalement à minima qui vienne protéger ça, c'est-à-dire est-ce qu'on aura cette jambe-là ou pas. Dans la liquidité, on voit une liquidité plutôt shorteuse, donc j'irai plutôt moi ici pour un retest éventuel des 35, d'accord, ici. Revenir ici à ce stade, retaper cette trend-là à minima. Derrière, il faudra peut-être se protéger parce qu'on a vu qu'il y avait une boîte de liquidité également ici en haut. Donc, soit on adopte l'idée d'une position dynamique, c'est-à-dire nous on a ouvert à 35,3, tout de suite venir mettre le SL à 35,100. Sous-entendu, si on casse cette trend et qu'on y va pour un mouvement plus important, on sera sorti de cette position. Ou alors, est-ce qu'on reste sur un statu quo avec juste peut-être un SL à break-even, ou alors tout simplement laisser respirer la position. Pour le moment, j'ai pas mal laissé respirer cette position en amont. C'est-à-dire que je l'ai ouverte, je pense qu'on était là quand je l'ai ouverte, voilà. Donc je l'ai pas mal laissé respirer, vous le comprenez. Ça pose un souci au sens où désormais, avec tous ces retests ici, là, dans cette zone-là, j'ai l'impression d'être avec la liquidité un peu de tout le monde. En l'occurrence ici, si on s'était retourné là et qu'on n'était pas venu chercher 50 fois ce point-là, j'aurais pas l'impression d'être avec tout le monde dans la liquidité. Et là, actuellement, j'ai un peu l'impression d'être dedans. Donc du coup, je pense que prendre cette décision éventuelle de redescendre le SL au cas où n'est pas forcément un mauvais game. On pourra éventuellement, et cette position sera profitable, vous l'aurez compris, si jamais on fait ça et qu'on casse cette trend et qu'on vient éventuellement revisiter dans ces mèches-là, on pourra éventuellement trouver une entrée plus haut, sous-entendu, je pense, si jamais on veut vraiment un retournement de la structure, ça se ferait par là, mais encore mieux au-delà de ce point-là. C'est-à-dire, on a la bougie ici, on revend fortement, donc il y a une belle défense ici dans cette zone. Derrière l'entrée, ici, elle aurait été vraiment très bien, ça aurait été très bien d'avoir une entrée à 36. Pour le coup, ça serait l'entrée à holder pour moi assez facilement quand même. Mais si on venait déjà, et les signaux, vous comprenez, pour moi, ils se trouvent au niveau de la trend, c'est-à-dire que ici, cette trend-là, pour moi, c'est très important, et la 4 heures qui est ici, c'est ce que je vous ai dit en début de vidéo. Néanmoins, tout à fait une possibilité de réintégrer cette trend, revenir chercher ça, et finalement, qu'est-ce qu'on aurait construit là-dedans? 1, 2, 3, 4, 5, un triangle. Un triangle, attention, car c'est en général une figure de continuation. C'est pas une extrêmement bonne figure, je pense qu'on est autour des 54% de continuation haussière et 45% de continuation baissière sur un triangle symétrique de sommet. Que vous voyez ici. Donc voilà, si vous prenez un short ici, vous partez du principe que ce triangle casse en bas. Donc voilà, écoutez, figure de continuation en tout cas. Direction préférentielle, théoriquement, devrait toujours plus ou moins être dans du long là, hein, puisqu'on a une structure qui reste quand même haussière dans le dos. Moi j'aime bien les retournements, j'aime bien jouer les retournements, c'est vraiment quelque chose sur lequel je m'éclate bien. Maintenant on respecte quand même la structure, donc voilà, ici pour moi, si je devais voir une continuation, j'aurais peut-être, là vous voyez que mon TP1 il se trouve ici, j'aurais peut-être un changement de TP ici et j'en prendrais peut-être un dans cette zone là, c'est à dire qu'on continue dans ce range finalement, d'accord. Voilà. Donc on respecte la structure ici pour moi elle est haussière, c'est pas un range ce que je vois là, c'est une structure haussière. Maintenant, à quel endroit je peux soit jouer une continuation de structure, soit respecter cette fameuse structure, très légèrement au-dessus de ce creux-là, d'accord? Vous comprenez qu'ici, si on fait une continuation haussière, on fait quelque chose comme ceci, ok? Donc, est-ce que j'ouvrirai un long là? Peut-être, je sais pas encore, il faudra qu'on voit ici où on en est dans ces eaux-là. Mais voilà, ici, théoriquement, on devrait quand même plutôt jouer du long que du short, et vous comprenez que ça n'est pas le cas, mais parce que ça me correspond, c'est mon système de trading, et finalement, je fais un peu ce que je veux, mais c'est pas nécessairement extrêmement académique de faire ce qu'on fait là. C'est pour ça
qu'on dérisque assez rapidement. C'est pour ça que on couvre les positions assez rapidement également, parce qu'on a le sentiment d'être en haut de quelque chose. On joue encore une fois cette idée de liquidité, mais il faut bien évidemment se protéger et quand même faire des gains là-dedans. Donc l'idée, c'est de faire des gains exponentiels si jamais on allait sous les 30, ou en tout cas revisiter 31,8. Ça, c'est l'idée du gain exponentiel. Mais l'idée de ne pas jouer 50 positions ici à la hausse, alors que finalement la structure est haussière, elle est également là. Donc c'est pour ça qu'on vient assez rapidement sur ce type de position, encore une fois, de retournement. On établit un endroit où il y aura une réaction, on utilise la réaction pour se dérisquer, on se dérisque, et derrière, on met un runner pour aller chercher une continuation. Pour moi, ça fonctionne toujours comme ça, et c'est comme ça que je suis rentable. Derrière, réouvrir du long, encore une fois, pour moi, c'est pas ma zone. J'en ai ouvert un, d'ailleurs, à 34,3 ici, mais c'était vraiment de l'intra. Je crois qu'on était à peu près par là, je pense que c'était là-dessus. C'était vraiment de l'intra et je l'ai coupé à peu près dans cette zone. Donc là, j'ai pris des profits parce que c'était une résistance logique. Et puis derrière, ou je sais plus si non, je l'ai ouvert là, ouais. J'en ai ouvert un, donc voilà. Derrière, j'ai pas laissé mes runners par contre parce que c'est pas ma zone. Voilà, donc c'était vraiment de l'intraday ici et c'était finalement un peu sur la news c'était pas le CPI, c'était l'emploi, le chômage en hausse aux États-Unis, et je me disais bon, ça va nous donner quelque chose, donc du coup je suis dedans. Ben voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. C'était assez long, on a beaucoup parlé géopolitique aujourd'hui, on a parlé d'éventualités, de choses sur lesquelles il faut garder l'esprit ouvert. Je vous invite réellement, si tout ça vous intéresse en tout cas, à aller voir. Vous pouvez ici générer des sous-titres, etc. Ou alors, en tout cas, ça reste dans un anglais assez simple. Rise and Fall of Nations, Changing World Order de Ray Dalio. Et éventuellement cette interview avec Tom Bilieu, dans laquelle il parle finalement de son bouquin. Hein. Donc c'est un petit peu la même chose, mais sachant que le bouquin est beaucoup moins accessible que ne va l'être la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Et question du jour, bah tiens, elle va considérer les bouquins. Combien de bouquins est-ce que vous avez en retard à lire? Alors personnellement, j'en ai une petite pile en ce moment. Dernièrement, j'ai acheté celui de AT, là, je suis en train de le lire, au-delà de l'Ukraine, puisque je considère que les youtubeurs que j'aime bien, en tout cas, j'achète leurs produits comme ça au moins, parce que je connais aussi la difficulté française de vouloir du tout gratuit. Donc du coup, bah, je sais que beaucoup de youtubeurs français, c'est compliqué hein, d'être youtubeur, et donc du coup j'achète leurs produits, et là en ce moment je suis en train de regarder, je suis en train de lire effectivement Au-delà de l'Ukraine de AT, donc pilote de chasse, et qui a quand même une vision géopolitique militaire assez intéressante je trouve, en tout cas plutôt neutre et relativement bien argumentée, bien documentée. Donc je suis beaucoup ce mec là et j'ai pas mal de bouquins en retard, quelques bouquins de trading notamment que je souhaite lire, et dernièrement j'ai commandé les 2 Napier d'ailleurs, Russell Napier, qui devraient arriver dans pas longtemps. Ça va être en anglais, donc moi l'anglais ça m'endort en fait. Quand je lis l'anglais, c'est un très bon moyen d'endormissement parce que ça demande une concentration cognitive, alors que regarder une vidéo en anglais, aucun problème, mais lire en anglais c'est quelque chose qui m'endort assez facilement, donc ça va être mieux que la mélatonine de ce côté-là. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, on se retrouve demain, vidéo un petit peu longue, j'en conviens, désolé pour ça, mais du coup, vous comprenez qu'il y avait un sujet à l'intérieur qui nous a pris une trentaine de minutes, donc on est à peu près dans les clous par rapport à la routine habituelle. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain, portez-vous bien, à très bientôt, ciao.